Kabbale orientale, ça commence avec deux personnes. C'est Manuel Swedenborg et le chevalier Michel Ramsey, Andrew Ramsey. Et c'est lui qui a été responsable pour qu'il a créé vraiment la légende de l'association avec les francs-maçons et les Templiers. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une écrivain, il y a une savante, c'est Martha Key Schuchard, qui c'est vraiment des études impressionnantes. Et c'est elle qui a retrouvé que Swedenborg était beaucoup influencé par le rabbi Samuel Jacob Falk, qui était encore un franquiste établi à Londres. Et, Swedenborg était son voisin. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que Swedenborg faisait partie était associé avec Zinzendorf, le comte Zinzendorf, et son église, the Moravian Church. The Moravian Church a évolué c'est quoi leur nom? C'est bien ça, il a évolué des sites aussi. Et puis, alors c'est tout le temps la même histoire, et aussi encore lié à les Rosicruciens et les Sabbatiens. Alors, parmi les Moraviens, c'est là que Swedenborg a appris les rites sexuels des Sabbatiers. Et puis, quand il a découvert la tantra de l'Inde, c'est là qu'il a commencé à percevoir la similarité entre les rites sexuels de la Kabbale et la tantra indienne. Et c'est là que lui, et ensuite, après lui, Ramsey, ont commencé à considérer qu'il y aurait eu une Kabbale orientale qui était distincte de celle des Juifs, et peut-être plus ancienne que celle des Juifs. Et qu'est-ce que j'ai découvert aussi, même très récemment, c'est qu'est-ce qui est très intéressant, puis pas beaucoup discuté, c'est que il y a un rapport entre l'Inde et le Moyen-Orient qui est assez ancien. En particulier, l'équivalent des mages en Inde était connu comme les gymnosophistes. Et c'est pas moi qui invente ce lien-là, c'était comme ça qu'ils ont été établis. Ils ont été, parce que il y avait plusieurs, groupes de savants à travers le monde. Alors, ceux de Babylone, la Perse était reconnue comme les mages, et celle de l'équivalent en Inde était les gymnosophistes. Et qu'est-ce qui est aussi qui est pas reconnu, c'est le fait que la plupart de l'Inde, de nord de l'Inde, l'Afghanistan, le Pakistan, étaient pour un long bout de temps sous le règne des Grecs, après les conquêtes d'Alexandre. Il y a toute une histoire que je discute dans mon livre qui est très intéressante parce que il y a une légende que Alexandre a bâti un mur qui a été capable de supprimer l'avancement de Gog et Magog. Et Gog et Magog, ils figurent assez... ils ont une présence assez importante dans les prophéties de la fin du monde. Parce que qu'est-ce qui se posait arriver, c'est que avec l'arrivée du Messie, c'est là que vont sortir Gog et Magog et aussi les tribus perdues d'Israël. Alors, parce qu'il y a toutes les légendes qui ont été formulées pour dire que les tribus perdues ont été éparpillées dans l'Asie centrale. Et c'est pour ça qu'on trouve dans ces pays-là plusieurs nations qui prétendent être descendants de, sinon, les tribus perdues ou d'Alexandre le Grand. Et aussi, des fois, alors aussi associé avec Gog et Magog. C'est pour ça que pendant le Moyen-Âge, j'ai toujours eu cette légende des Juifs rouges qui allaient sortir de l'Asie centrale avec l'arrivée du Messie et puis qui était associé avec Gog et Magog. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est parce que c'est dans cette période-là qu'il y a eu beaucoup de
rencontre entre les Grecs et les hindous et même les bouddhistes. Parce que c'est cette légende de la Kabbale orientale, c'est ça qui est utilisé pour créer la légende des Aryens. C'est même Voltaire qui a suggéré que les Aryens étaient pareils avec Gog et Magog. Qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est la personne qui a suggéré l'utilisation du mot aryen, qui a été utilisé originalement par Hérodote, c'était Friedrich Schlegel, qui était marié à Dorothy Mendelssohn, la fille de Moses Mendelssohn. Alors, c'est intéressant de comprendre que la personne qui était vraiment le chef de la Haskalah, successeur de Shabbatai Zevi, au centre de l'évolution du judaïsme moderne, du judaïsme laïque, était associé avec les philosophes qui ont développé la légende des Aryens. Parce que les Aryens, apparemment, ont survécu à Atlantis, et puis ils sont réfugiés dans les montagnes de l'Orient, et c'est comme ça qu'ils sont devenus les, comment on dit en français, Caucasians. Caucasiens? Caucasians, des Caucasus. Alors, tout ça parce que la légende qui est sortie, c'est que les Aryens, c'est eux qui étaient responsables pour avoir distribué la Kabbale à travers le monde, en commençant en Asie. Et c'est là où ils ont contribué à la sagesse au Tibet. Principalement. C'est ça la légende que Blavatsky a avancée. Alors, c'est ça, c'est à ce point-là que toute la supposée sagesse de l'Orient était dérivée des Aryens, de ce qui était vraiment la Kabbale d'Atlantis. Alors, mais qu'est-ce qui n'est pas considéré, c'est que parce que c'est toute une légende qui a été créée quand ils ont découvert le lien entre le sanskrit, la langue ancienne de l'Inde, et les langues européennes. Quand ils ont vu ce lien-là, c'est là qu'ils ont proposé que si il aurait dû être une langue, un peuple, ou qui a été à l'origine de cette langue-là, c'est pour ça qu'ils ont inventé le terme indo-européen. Et puis l'autre nom pour les indo-européens, c'est les Aryens, comme proposé par Schlegel. Alors, mais ce qui n'est pas considéré, c'est que comme je l'ai mentionné, c'est que cette partie de l'Asie était régnée par les descendants d'Alexandre. Il y avait deux empires gréco-asiatiques, gréco-bouddhistes même, qui ont régné pour une période de je ne sais pas combien de centaines d'années. Et puis c'est là que les premiers contacts ont été établis entre les hindous et les Grecs et la philosophie grecque. Alors, c'est intéressant qu'il y a plusieurs rapports. Même il y a un groupe en Alexandrie qui s'appelait les Therapeutae, qui était comme la version égyptienne des Essenes. Comment on dit les Essenes en français? Oui, les Esséniens. C'est ça. Alors, et puis plusieurs contacts. Alors aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que même, je pense, je ne sais pas à quel siècle, le 9e, 10e siècle, il y a un historien arabe musulman qui a expliqué que le Tibet était, pour la plupart, il suivait la religion de manichéisme. Il y a aussi plusieurs contacts entre Tibet et les Nestoriens. Alors déjà, même à ce temps-là, parce que quand le bouddhisme, qu'est-ce qui est arrivé au bouddhisme, en particulier le bouddhisme de Tibet, c'est que c'est comme une hérésie du bouddhisme. C'est pas vraiment le vrai bouddhisme. C'est un bouddhisme qui a introduit la tantra et puis aussi le chamanisme Bon. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est Blavatsky qui a proposé que le chamanisme Bon, c'était c'est comme ça que la vraie tradition occulte aryenne a survécu au monde.
Alors, ça, c'est tout pour dire que vraiment, ça a l'air que c'est le gnosticisme qui a pénétré en Inde, qui a contribué à l'évolution de la tantra sexuelle, puis après ça, qui a influencé le bouddhisme de Tibet. En particulier, ça a influencé, il y a la tantra Kalachakra. Très, très bizarre. C'est quelque chose que la plupart du monde sont pas reconnaissants du tout, à quel point la tantra sexuelle, des rites sexuels font partie des initiations de haut niveau au bouddhisme de Tibet. Parce que la tantra, c'est en anglais, c'est left-hand path tantra. C'est vraiment un sorte de gnosticisme. Ils vont consumer le sperme, la menstruation de la femme, l'urine, toutes sortes de exactement comme les gnostiques. Mm-hmm. Et puis aussi, il faisait partie des rites sexuels. Anyway, alors c'est de là que Swedenborg et Ramsay ont découvert qu'est-ce qu'ils considéraient la Kabbale orientale. Et puis, alors là, c'est ça, cette conception d'une Kabbale orientale, c'est ça qui a toujours créé comme une certaine connaissance de l'importance occulte de l'Asie. Et puis là, c'est là qu'on peut revenir à les frères asiatiques. Ben, j'allais poser la question. J'allais te poser la question. Oui, exactement. Parce que les frères asiatiques, pourquoi ils étaient appelés asiatiques? C'est pas qu'est-ce qu'ils étaient pour suggérer. L'histoire, c'est toujours été que, comment qu'on le dit? Les Essénes, les Esséniens, un secte juif qui était vraiment responsable pour, je pense qu'ils étaient à l'origine, c'est ce qu'aurait suggéré Gershom Scholem, qu'ils étaient à l'origine du gnosticisme. Parce que c'est là aussi qu'on trouve les premiers exemples des idées qui sont évoluées à la Kabbale. Alors, l'idée, c'est qu'il y a aussi ce secte équivalent en Égypte, les thérapeutes. Et puis, la légende, c'est qu'il y avait un certain un sage qui s'est converti à l'hermétisme en Égypte, associé avec ces groupes-là. Et puis, c'est lui qui a préservé cette tradition-là. Et c'est cette tradition-là qui a été héritée par les Templiers. Alors, c'est pour ça que quand ils s'appellent les frères asiatiques, ils se réfèrent à la tradition asiatique qui a survécu et été enfin héritée par les Templiers. C'est pour ça que dans le rite écossais de la franc-maçonnerie, il y a les deux Emperors of the East and West, les empereurs de l'Est et de l'Ouest. Parce que quand on lit les livres des francs-maçons, comment ils expliquent ça? C'est que il y avait les maçons de l'Ouest qui sont venus avec les croisades, mais aussi de l'Ouest, pardon, et les maçons de l'Ouest qui étaient les survivants des Esséniens. Alors, quand ils réfèrent à l'Est ou l'Asiatique, c'est à ça qu'ils réfèrent. C'est comme ça qu'on arrive à la légende des frères asiatiques aussi, le rite écossais.